Allez, c'est parti, on attaque là ensemble de correction du dossier numéro 4. Madame A, 43 ans, G6, pèse 5, enceinte à 41 semaines plus 3 jours, arrive à la maternité à 6h30, elle est en travail. Cette 5e grossesse s'est déroulée sans particularité. Le test de dépistage du diabète gestationnel réalisé à 26 semaines était normal. Les 3 échographies étaient complètement rassurantes. La patiente est toxo+, rubéole+, VIH-, HBS négatif, TPHA, VDRL positif. Son groupe est A, résus positif. Qu'est-ce que la parité? Qu'est-ce que la gestité? Alors, la gestité, c'est simple, c'est à chaque fois que la patiente a ou a eu un HCG positif. À chaque fois qu'elle a été enceinte, ça compte un G. C'est facile, peu importe qu'est-ce que c'est devenu, grossesse extra-utérine, fausse couche, accouchement normaux, peu importe s'il y en avait un ou deux. Bref, à chaque fois qu'elle a un HCG positif, elle prend un G. Qu'est-ce que la parité? La parité, c'est le nombre de fœtus que la patiente a ou a porté supérieur à 22 semaines. Donc là, c'est important, il faut que le fœtus soit supérieur à 22 semaines ou à 500 grammes. S'il y en a un ou deux, ça change et ça fait gagner 1 ou 2 G. Situation, mise en situation, il y a une patiente qui vient consulter aux urgences parce qu'elle a mal au ventre, on lui fait l'échographie, elle est à 11 semaines et on voit qu'il y a 2 fœtus, et ben à ce moment-là, on va parler de la patiente, on va dire qu'elle est G1, P0. Cette même patiente qui revient à 28 semaines dans un contexte de menace d'accouchement prématuré, c'est toujours sa première grossesse, elle est G1, P2. Bon, mais toute petite subtilité, parce que ces 2 bébés à 28 semaines, c'est sûr qu'il va sortir, donc elle les a acquis, ces P. Petite subtilité, c'est que les sages-femmes, quand elles vont parler de cette patiente le jour de l'accouchement, elles vont dire oui, on a une patiente là en travail, c'est une primipare qui a une grossesse gémellaire. Primipare, ça veut dire que c'est son premier accouchement, mais en fait, elle va tout de suite avoir 2 P. Donc, voilà comment s'y retrouver. La gestité, c'est à chaque fois qu'il y a un HCG positif. La parité, c'est à chaque fois, c'est le nombre de fœtus que la patiente a ou a porté, supérieur à 22 semaines ou à 500 grammes. Quels sont les objectifs de l'écho T1 ? L'échographie du premier trimestre doit confirmer que la patiente est bien enceinte et localiser la grossesse, savoir si on est dans le cadre d'une grossesse intra-utérine ou d'une grossesse extra-utérine. On découvre quelques grossesses extra-utérines complètement asymptomatiques à 12 semaines à l'écho du premier trimestre. L'écho T1 se fait généralement entre 12 et 14 SA. La vitalité, vérifier qu'on est bien dans le cadre d'une grossesse intra-utérine évolutive. Évaluer le nombre de fœtus et étudier la chorionicité, c'est-à-dire si c'est des grossesses gémellaires, si c'est des grossesses gémellaires monocoriales ou bicoriales ou monoamniotiques ou biamniotiques. Dater la grossesse à partir de la longueur crânio-caudale, la LCC, c'est l'élément le plus précis pour dater la grossesse. Et c'est à partir de ça qu'on va évaluer les pathologies et dater les pathologies dans la grossesse et évaluer le post-terme. Le dépistage prénatal commence donc avec la mesure de l'épaisseur de la clarté nucale, qui va être corrélée à la longueur crânio-caudale. Un mini-examen morphologique peut être réalisé, et puis l'étude des annexes. Parfois, chez ces patientes, c'est la première fois qu'elles ont des échographies, donc c'est important de regarder s'il n'y a pas de kyste sur les ovaires, s'il n'y a pas de pathologie sur les trompes, ou s'il n'y a pas de gros fibromes dans l'utérus. Quelle est la définition du travail ? Le travail, c'est l'apparition, tout d'abord, de contractions douloureuses, régulières, s'intensifiant, se rapprochant, et ce « et » est très important, donc des contractions douloureuses, régulières, s'intensifiant, se rapprochant, et efficaces. C'est-à-dire, et il faut l'expliciter, entraînant des modifications cervicales. Donc la mise en route du travail, c'est des contractions qui modifient le col. Après 37 semaines, c'est pour un accouchement normal. Avant 37 semaines, c'est la définition de la MAP qu'on a déjà vue précédemment. Qu'est-ce qu'on doit surveiller pendant le travail ? Importante, en obstétrique, il y a toujours 3 choses. On va avoir la mère, on va avoir le fœtus et on va avoir l'obstétrique. Chez la mère, on va surveiller ses constantes, le pouls, la tension, la température. La diurèse, attention, les patientes qui sont sous péridurale, elles ont été bien remplies, et puis éventuellement, elles vont même
pas sentir le remplissage de la vessie. Donc il faut les sonder régulièrement, parce que sinon elles peuvent se mettre en globe, ce qui peut, gêner la descente du mobile fœtal, et puis surtout entraîner des complications dans le postpartum si elles ont été en globe pendant longtemps et qu'elles ne l'ont pas senti. Savoir quel médicament a la patiente. On va surveiller les doses de syntocinon, éventuellement les antibiotiques qui ont été mis en place. La gestion de la douleur si la patiente n'a pas de péridurale et si elle en a une, si elle est efficace. Et le vécu du travail, comment ça se passe. Voilà, le rôle de la sage-femme, le rôle du médecin, c'est aussi d'accompagner la patiente pour que ce jour reste un des plus beaux moments de sa vie. Tous ces éléments, bien sûr, sont marqués sur le parthogramme, qui est l'élément de surveillance du travail. Concernant le fœtus, on va surveiller le rythme cardiaque fœtal, le RCF, et soit il est normal, soit il y a des ralentissements pendant les contractions. Donc il va falloir évaluer ces ralentissements et voir quel est le degré de tolérance. S'il y a des anomalies concernant le retentissement fœtal, on peut faire des explorations secondaires avec principalement le pH au scalp. C'est-à-dire que sur la tête du bébé, on va faire une petite incision, récupérer une goutte de sang et puis doser le pH et éventuellement les lactates pour voir si le bébé est en souffrance, s'il est en acidose ou s'il n'y a pas de souci, on peut continuer et prolonger le travail. Le STAN, c'est le CG fœtal, c'est encore un petit peu... c'est pas généralisé dans toutes les maternités, loin de là. Ça permet d'évaluer le CG fœtal et de voir le degré d'hypoxie en fonction des modifications de l'ECG. La saturation, ça a été abandonné. C'était une petite électrode qu'on mettait dans la cavité pour voir l'oxymétrie du bébé. Ça a été arrêté parce que ça n'a pas amené d'amélioration en termes de taux de césarienne et d'état néonatal des enfants. Et puis les conditions obstétricales. Donc on va vérifier la présentation, si c'est une tête ou un siège. Bien sûr, normalement ça c'est connu avant la mise en route du travail. Surveiller la dilatation cervicale. Le col long tonique fermé postérieur va se raccourcir, s'ouvrir, se ramollir et puis devenir un petit peu plus antérieur. La variété de présentation, est-ce qu'on a une variété antérieure, une OIGA occipito-iliaque gauche antérieure, qui est la plus fréquente dans 60% des cas. Et puis, lors de la descente et de l'engagement, il va y avoir une rotation qui va amener cette OIGA en variété occipito-pubienne. Variété antérieure. Le degré de flexion de la tête, c'est important. Il faut savoir que les faces et les fronts n'accouchent pas bien. La hauteur de la tête, est-ce que le bébé est engagé ? Qu'est-ce que l'engagement ? Bonne question. Le plus souvent, les étudiants à cette question répondent que l'engagement, c'est quand le plus grand diamètre de la présentation a franchi le détroit supérieur. Bravo, vous connaissez bien votre cours. Qu'est-ce que cela implique ? Quand le bébé est engagé, on ne peut pas faire de césarienne. C'est faux. On peut faire une césarienne même avec un bébé engagé. Il y a même Zavanelli qui a fait des césariennes avec des bébés qui avaient la tête dehors pour réduire les dystocies des épaules. Bref, ce n'est pas le but du cours aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire que même avec un bébé engagé, on peut faire des césariennes. Ce n'est pas le problème. C'est des césariennes qui sont plus difficiles, certes, mais ce n'est pas le problème. La problématique de l'engagement, c'est celle de l'autre côté. C'est qu'est-ce que c'est un bébé qui n'est pas engagé ? Un bébé qui n'est pas engagé, c'est un bébé qu'on ne peut pas sortir par voie basse, on ne peut pas faire de forceps, on ne peut pas faire de ventouse, pas d'extraction instrumentale chez des bébés dont la présentation n'est pas engagée. Qu'est-ce que ça veut dire ? On va rentrer des cuillères pour attraper la tête au-dessus du détroit osseux de la mère, on va tirer dessus, on risque de blesser le bébé, de lui faire une embarrure au niveau du crâne. Donc aujourd'hui, c'est formellement contre-indiqué de faire des forceps chez des enfants non engagés. Dans les conditions obstétricales, on va surveiller le liquide amniotique aussi, vérifier si la poche des os est rompue, si le liquide est clair, teinté, méconial, éventuellement sanglant, s'il y a des métrorragies. On va étudier aussi la dynamique utérine et vérifier qu'on a bien des contractions régulières. Je vous rappelle que la tocométrie externe n'enregistre pas l'intensité des contractions. Si vous voulez évaluer l'intensité des contractions, il faut faire une tocométrie interne. La patiente accouche finalement à 17h30 sous anesthésie péridurale après un forceps pour effort expulsif inefficace d'un petit Lucas de 4310 grammes, Apgar 10-10, pH 7,32. Qu'est-ce que le score d'Apgar qui évalue le pH ? Le score d'Apgar, c'est en fait le score d'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine. Il évalue 5 items, la fréquence cardiaque,
la respiration du nouveau-né, le tonus, la réactivité et la coloration. Corétoréca. Ça peut vous aider sur le moyen mémotechnique. Chacun des items est noté 0 points, 1 point, 2 points. Et la somme nous fait donc un score sur 10. Cet Apgar est répété immédiatement à la naissance, à 1 minute, à 5 minutes et à 10 minutes. Et il permet en fait de guider la réanimation au cas où il serait médiocre et inférieur à 7. Le pH, lui, est réalisé après la naissance sur le cordon, sur le sang du cordon, on prélève un petit peu. Il est corrélé au lactate, à l'acide lactique, et évalue en fait le degré d'acidose perpartale. On dit qu'il n'y a pas eu de souci quand il est supérieur à 7,20. Jusqu'à 7,10, c'est pas acceptable, mais ça va aller. En dessous de 7,10 et surtout inférieur à 7, c'est là où on a vraiment les complications à type d'infirmité cérébrale chez ces enfants. 15 minutes après l'accouchement, la délivrance a eu lieu naturellement et durant l'examen du placenta, le sac à sang, qui permet la surveillance des pertes, se remplit anormalement vite. Quel est le premier geste à réaliser devant ce début d'hémorragie de la délivrance? Eh bien sûr, c'est la révision utérine. Qu'est-ce que c'est révision? Révision, ça veut dire vérification. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On va rentrer la main gantée avec de la bétadine dans l'utérus pour vérifier, que l'utérus est bien vide, qu'il ne reste rien à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de cotylédon, qu'il n'y ait pas de membrane, qu'il n'y ait pas de caillot. Et on va vérifier aussi que l'utérus est intègre, qu'il n'y ait pas de rupture utérine, parce que la rupture utérine sur utérus sain, ça existe aussi. Malgré votre geste, la patiente continue à saigner. Quelle est la suite de la prise en charge? On va continuer donc et on va associer une prise en charge obstétricale pour gérer les saignements et une prise en charge réanimatoire. Les deux se font en parallèle. L'anesthésiste est prévenu et la prise en charge obstétricale est progressive, mais il ne faut pas hésiter à passer des étapes pour avancer. Il faut essayer d'économiser chacun des globules rouges de la patiente. Donc, je commence par la prise en charge obstétricale. Après avoir vérifié que l'utérus est bien vide, on va faire un massage utérin pour qu'il se contracte, surtout si l'utérus est atone, et puis on va augmenter les doses de syntocinon. On va faire une révision, une vérification du col et du vagin sous valve. Donc on peut dire aussi le mot révision ici, mais comprenez bien que révision, ça veut juste dire vérification. Et donc sous valve, on va écarter les parties molles pour vérifier qu'il n'y ait pas de déchirure au niveau du col, qu'il n'y ait pas de déchirure au niveau du vagin. Et dans ces cas-là, on va suturer l'épisiotomie et toute déchirure. Si malgré tout ça, l'utérus est vide, que toutes les plaies ont été suturées, que l'utérus reste mou, dans ces cas-là, on va passer au prostaglandine IV, le sulprostone, le Nalador, une ampoule sur 1 heure et une ampoule sur 5 heures, puis une ampoule sur 5 heures, associée à de l'hexacil. C'est un traitement qui a montré une grande efficacité dans la gestion des hémorragies de la délivrance par hypotonie. Si ça persiste, dans ces cas-là, on peut essayer aussi le ballonnet intra-utérin de Bakri. On va rentrer un ballonnet dans le segment inférieur et ça va permettre une compression mécanique qui va diminuer les saignements après remplissage de 500 cc et puis vidange progressive dans les 24 heures qui suivent. La prise en charge réanimatoire se fait en parallèle, donc l'anesthésiste est prévenu. La patiente est mise en position de Trendelenburg. Il y a une deuxième voie veineuse et un remplissage par des macromolécules. On met une oxygénothérapie. On va transfuser la patiente en isogroupe isorésus. S'il y a besoin, en O négatif, en extrême urgence. Et puis une surveillance rapprochée de tout ça avec la prise des constances, l'évaluation des saignements et puis des bilans biologiques avec notamment le risque de coagulopathie de consommation. La patiente, elle a beaucoup saigné. Elle peut mettre en route une CIVD. Donc dans ces cas-là, à la transfusion sanguine, il faudra aussi ajouter des facteurs d'hémostase. Malgré votre prise en charge, l'enseignement persiste, les pertes totales sont estimées à 1,3 litre. La patiente est stable avec une tension à 110,76 et un pouls à 100. Le bilan réalisé retrouve une hémoglobinémie à 9,4. Elle était à 12,4 à l'entrée de la patiente.
Compte tenu de ce tableau, qu'est-ce qu'on peut proposer et que proposeriez-vous en cas d'échec ou en cas de saignement trop important ou d'instabilité hémodynamique? Dans ce cas où la patiente est stable, elle ne saigne quasiment plus, la tension est bonne, les constantes sont bonnes, l'hémoglobine est bonne, on peut discuter chez cette patiente où tout n'est pas parfait d'une technique de radiologie interventionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le radiologue va monter des cathéters, va repérer les artères utérines et va faire une embolisation sélective. En cas d'instabilité hémodynamique ou de saignement persistant important, dans ces cas-là, la patiente ne peut pas être transférée en salle de radiologie interventionnelle, voire même dans certains cas dans un autre hôpital. Il faut qu'elle soit prise en charge immédiatement dans le bloc opératoire pour un traitement chirurgical qui sera, si possible, un traitement conservateur avec la triple ligature ou la ligature des artères hypogastriques, c'est ce qui est recommandé, ce qui marche a priori le mieux, et éventuellement des plicatures utérines type Billy Inch ou Pereira, qui sont des techniques de capitonnage de l'utérus. Malheureusement, si tout ça ne suffit pas, si l'utérus est complètement hypotonique, ne répond pas, continue à saigner, dans ces cas-là, il faut faire le traitement radical avec une hystérectomie d'hémostase. Pour information, cette hystérectomie doit être interaniaxielle. On va laisser les ovaires à la patiente, bien sûr, c'est une femme jeune qui peut encore bénéficier de la production hormonale de ses ovaires, et on va laisser le col, puisque c'est un geste qui est difficile, qui risque de beaucoup saigner, donc on se simplifie la prise en charge dans un premier temps, et aujourd'hui l'hystérectomie d'hémostase est peut-être une des dernières indications pour une hystérectomie subtotale. Quels sont les facteurs de risque d'hémorragie de la délivrance qu'on peut retrouver dans l'histoire de cet accouchement? Quelle mesure a montré son utilité pour diminuer les hémorragies de la délivrance? Donc chez cette patiente, on a un âge avancé, on a une multiparité, on a un travail qui est relativement long quand même. Elle est arrivée à 6h30, elle accouche à 17h30, c'est long pour une 5e part. L'analgésie péridurale contribue aux hémorragies de la délivrance. Les extractions instrumentales aggravent les hémorragies de la délivrance avec les lésions périnéales. Et puis la macrosomie de l'enfant qui contribue à la surdistension utérine et aux lésions périnéales. La mesure utile qui a montré son efficacité et qui est recommandée aujourd'hui pour diminuer le risque d'hémorragie de la délivrance, c'est la délivrance dirigée, qui constitue l'injection de 5 unités de syntocinon au dégagement de l'épaule antérieure, plus l'attraction douce du cordon dans l'axe, immédiatement après l'accouchement, et la délivrance doit survenir dans les 10 minutes qui suivent l'accouchement. Si ça ne survient pas dans les 10 minutes, on n'attend pas, comme c'est fait naturellement pour la délivrance naturelle, 30 minutes. Il faut être tout de suite plus actif pour régler le problème rapidement. Voilà. En conclusion de ce dossier sur l'hémorragie de la délivrance, je vous rappelle donc la prise en charge obstétricale en parallèle de la prise en charge réanimatoire, progressive et graduée, avec la délivrance artificielle si le placenta n'est pas retiré et la révision utérine, le massage utérin et l'ocytocique, la révision du col et du vagin sous valve pour être sûr qu'il n'y ait pas une plaie, parce que ça ne sert à rien de faire contracter l'utérus s'il y a une déchirure au niveau du col qui saigne. Si ça persiste alors que tout est suturé, c'est l'utérus, donc on va mettre les prostaglandines, le Nalador et l'Hexacil. Le ballonnet de Bacry, qui au jour d'aujourd'hui est en cours d'évaluation, mais qui est plutôt prometteur. Et puis, s'il y a besoin, la radiologie interventionnelle, que si la patiente est stable et transportable, mais qu'on n'est pas satisfait des saignements, que ça persiste, que c'est pas nickel, mais qu'elle a une bonne tension, qu'elle a une bonne hémoglobine. Et puis la chirurgie, c'est le traitement de dernier recours, qui est conservatrice dans la majeure partie des cas, où on va essayer à chaque fois de garder l'utérus en faisant des ligatures artérielles. Et puis si ce n'est pas possible, il faudra faire l'hystérectomie d'hémostase. Donc comprenez bien, la délivrance, il y a 3 types de délivrance qui sont toutes différentes. Il y a la délivrance naturelle, où là, on n'a rien fait, on n'a rien mis, et le placenta doit sortir en 30 minutes. D'accord ? Une fois qu'il est sorti, on fait un examen du placenta pour vérifier qu'il soit complet. S'il est complet, c'est fini. S'il n'est pas complet,
C'est là où il faut faire la révision utérine, vérifier donc qu'il ne reste rien dans l'utérus. Le but étant, certes, d'avoir un placenta complet, mais surtout d'avoir un utérus vide. C'est la vacuité utérine. Tant que l'utérus n'est pas vide, il ne peut pas faire son hémostase. L'hémostase de l'utérus, elle est mécanique. L'utérus, une fois qu'il est vide, il se rétracte sur lui-même et les vaisseaux maternels B1 vont être collabés. Okay, donc si l'utérus n'est pas vide, eh ben, ça ne pourra pas marcher, ça va continuer à saigner. La délivrance artificielle, en fait, ce terme-là désigne le fait de mettre la main dans l'utérus pour aller chercher le placenta. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas sorti au bout de 30 minutes de délivrance naturelle, ou alors parce que ça saigne au bout de 10 minutes et qu'on ne va pas laisser attendre que ça saigne. Donc on est tout de suite interventionnel, on fait la délivrance artificielle, on va chercher le placenta. Et puis la délivrance dirigée, je viens de vous l'expliquer, c'est une mesure prophylactique qui consiste à l'injection de 5 unités de syntocinon au dégagement de l'épaule intérieure et une traction dirigée vers le bas du cordon pour récupérer rapidement le placenta et qui diminue le risque de complications et d'hémorragie de la délivrance et de saignements importants nécessitant des transfusions. Voilà, pour information, ce sujet est déjà tombé, je crois, en 2000. Donc c'est quelque chose qui est hyper protocolé, qui est hyper cadré et facile à corriger. Donc c'est des dossiers qui sont facilement tombables à l'ENC. Dans cet dossier, donc, on a évalué l'item numéro 22, l'accouchement, la délivrance et les suites de couches normales. L'item 23, sur l'évaluation et soins du nouveau-né à terme. Et puis l'item numéro 25, les suites de couches pathologiques, pathologie maternelle dans les 40 jours, avec l'hémorragie de la délivrance. Je vous remercie. Et on se retrouve donc tout de suite pour la correction du dernier dossier, le dossier numéro 5.